Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers amis, abonnés ou pas de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Et je vous encourage à vous abonner sur notre chaîne, à inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, à mettre un like sur cette vidéo, à la partager sur votre mur. Voilà. Abonnez-vous également à notre programme Membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je fais une présentation intitulée « Réflexion sur la coopération en matière de transport entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Quelles conséquences pour l'économie des deux pays ?» Voilà. Donc, avant de faire d'aller dans les détails, je vais vous faire écouter un élément sonore, qui est un élément sonore que j'ai récupéré à la télévision tchadienne. Donc, c'est la ministre des Transports du Tchad qui parle. Donc, je vous fais écouter. Le Tchad et la Guinée équatoriale renforcent davantage leurs liens de coopération dans le domaine des transports. Une volonté commune qui s'est matérialisé par la signature en date du 12 décembre dernier d'un accord entre les deux pays représentés par leurs ministres des Transports respectifs. Et c'est pour rendre compte à la base de ce qui est contenu dans cet accord que le ministère des Transports, à travers le Conseil des chargeurs du Tchad, organise cet atelier de restitution. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère dont j'ai la charge, celui des Transports, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, a signé un accord très important qui marque un tournant décisif dans le désenclavement de notre pays, le Tchad. Cet accord, c'est un accord relatif en matière de transport et de transit avec l'État équato-guinéen. Au cours des échanges avec les opérateurs économiques et les transporteurs, les différents intervenants se sont interrogés sur les tenants et aboutissants de cet accord. Mais pour la ministre des Transports, c'est une étape importante qui vient d'être franchie afin de faciliter les transactions entre ces deux pays. Voilà. Donc, vous avez bien suivi. Le Tchad et la Guinée équatoriale, et la Guinée équatoriale ont signé un accord pour l'enlèvement et le transport de leurs marchandises. J'ai souvent dit que j'ai été à l'école en France avec quelqu'un qui a été ministre au Tchad. D'ailleurs, le président tchadien Idriss Déby l'avait nommé ministre alors qu'il était encore étudiant. Il était encore étudiant, très brillant étudiant d'ailleurs, hein, et ça il faut le dire, très brillant. Ali, je ne vais pas donner tout son nom, il a été ministre, après il a été ministre d'État, après il a été vice-premier ministre, après c'est quelqu'un qui était très fort en mathématiques, en physique. Il avait fait une thèse en télécommunication, déjà à l'époque. Il disait aux Français, le Minitel c'est mort, vous devez retourner vers Internet. Nous étions dans la salle quand il faisait sa thèse. Et aujourd'hui, c'est lui le responsable d'une des plus grandes universités d'Afrique. Mais je ne vais pas donner son identité là. Donc, je connais bien le Tchad. Et là, il y a quelques jours, je discutais avec un de ses proches qui m'a dit, écoute, il faut venir faire quelque chose au Tchad. Nous voulons que les gens viennent faire les choses chez nous. Et on a une nouvelle dynamique. Je suis avec le nouveau leadership. La question que je lui ai posée, c'est comment on fait pour transporter les machines, par exemple, si je veux venir chez vous, transformer la gomme arabique et l'exporter chez Coca-Cola aux États-Unis, comment est-ce que je fais, ou chez les fabricants de boissons gazeuses aux États-Unis, comment est-ce que je fais pour transporter les machines d'Allemagne jusqu'à chez vous, afin d'installer une usine? Il m'a dit, nous sommes en train de travailler activement dessus. Donc ça, c'était il y a 6 mois, et nous sommes en train vraiment de travailler activement dessus. Je lui ai dit, si vous résolvez la question du supply chain, alors là, ça commence à nous donner une visibilité. Voilà. Et ils ont commencé à signer des accords qui résolvent la question du supply chain. Si vous voulez, le Tchad est un pays enclavé. Enclavé, ça veut dire qu'il n'a pas d'accès à la mer. Et les discussions que j'ai eues avec les dirigeants tchadiens, ils me disaient, nous on passait par le Soudan, mais en ce moment, le Soudan est en guerre, donc c'est fermé. Donc, ils utilisaient le port de Khartoum. Il ne leur restait plus que le port de Douala. Malheureusement, les Camerounais, que ce soit à Douala, que ce soit à Kribi, ont fait ce qu'ils savent faire le mieux.
rançonnés et rackettés. Je ne parle pas de tous les citoyens camerounais, hein. Je parle de ceux qui travaillent dans ces organismes-là, le port. On les nomme là-bas, on leur dit c'est pour manger. Et quand ils prélèvent, il y a une partie qui ça remonte jusqu'en haut, à celui à qui les a fait nommer. Et ça, les hommes d'affaires camerounais ont déjà crié, pleuré, se mettre à genoux, etc. Rien n'a changé depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et ça commence à affecter les autres pays. Vous voyez des pays comme le Tchad, c'est pratiquement à l'arrêt. La route entre le corridor routier, entre Ngaoundéré et Kousséri, au Tchad, est dans un état, est en lambeaux. On n'arrive plus à utiliser ce corridor. Non seulement on n'arrive plus à utiliser ce corridor, mais du fait des coupeurs de route, vous avez des contrôles routiers. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on prend dans la police, la gendarmerie et même l'armée. On met pour des contrôles routiers tous les 20 km. Et à chaque contrôle routier, vous devez leur donner de l'argent. Sinon, ils ne reviennent pas le lendemain et on vous fait agresser et dépouiller en route. C'est la vérité. Ce n'est pas un dénigrement ni du Cameroun ni de qui que ce soit. C'est ce qui est. Et nous savons tous que c'est ce qui est. Et donc, tous ces corridors routiers, imaginez que vous partez de Ngaoundéré jusqu'à N'Djamena. Imaginez vous-même le nombre de kilomètres qu'il y a là. Il y a plus de 500 kilomètres. Et imaginez que tous les 20 kilomètres ou tous les 25 kilomètres, vous deviez laisser 5000 francs. Calculez vous-même combien ça fait. Calculez vous-même combien ça fait. 5000 francs. Et ils ont installé des stations de pesage partout où on ne pèse rien en fait. Quand vous avez arrivé à votre camion, encore là, vous devez donner encore l'argent. S'il y a encore 3 stations de pesage, vous devez donner 100 000. Ça fait que, moi je parle de ce que je connais, vous voyez un camion qui part, quelqu'un qui vous dit, je vais porter une marchandise au port de Douala pour aller jusqu'à N'Djamena, il demande 2-3 millions. Parce que l'état des routes, il va s'embourber, ça c'est clair. Il va falloir qu'il souffre pour pouvoir, etc. Ça va casser même son camion. Il faut qu'il donne pour le pesage, il faut qu'il donne pour la police, la gendarmerie, la prévention routière, etc., etc. La douane, etc. À un moment, les gens n'en peuvent plus. Donc, c'est ce que le Cameroun a fait. Pendant que le Cameroun a fait ça, ce que le Cameroun n'a pas vu et qui est arrivé, c'est que pendant que nous faisions ça depuis 42 ans de Paul Biya, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Pendant que nous avons fait ça, la Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema, a une volonté de développer son pays. À Bata, qui est une ville de la Guinée équatoriale, donc sur la côte ici, et Ebébéine, ils ont conçu 2 ports modernes. Et le coût de ces constructions de ces ports-là a coûté 4 à 5 fois moins cher que ce qui se fait au Cameroun. Ils ont conçu 2 ports modernes. Ce que le Cameroun n'a pas aussi vu, c'est que le président Sassou Nguesso de le Congo-Brazzaville avait l'argent que lui ont emprunté les Chinois, même si son pays est endetté, mais avec l'argent que lui ont emprunté les Chinois, le président Sassou Nguesso a réussi à bitumer la route qui part du Congo, qui traverse la Centrafrique et qui arrive jusqu'au Tchad. Voyez-vous, il n'est pas passé par le Cameroun. Il est passé par la Centrafrique. Et les Équato-Guinéens ont bitumé dans la route qui part de la Guinée équatoriale et qui rejoint la route que le Congo a bitumé. Donc, si vous avez vu, le Cameroun a fait une route au niveau de Sangmelima à Ouesso, c'est pour se connecter à cette route-là. Sassou Nguesso a fait une route. Le président Denis Sassou Nguesso a bitumé la route qui part de chez lui, traverse toute la Centrafrique et débouche sur le Tchad. Et le président Obiang Nguema a fait une route qui se connecte à cette route-là. Résultat des courses. C'est ce que je vous avais dit dans les directs que j'avais fait sur la navigation fluviale pour les enclaver l'ouest du Cameroun. Souvenez-vous, je vous disais ça. Je ne vais pas donner mes sources à Malabo. Mais je vous avais dit, Malabo a aujourd'hui des infrastructures portuaires très moins chères. Ils sont qu'une population de 2 millions. Donc, pour que ces infrastructures soient à l'optimum, il va falloir qu'ils nouent des alliances avec des pays locaux, avec des pays, surtout ceux qui n'ont pas accès à l'Interland. Dans la région de l'Ouest, je vous ai dit que si on trace de l'estuaire du Vouri à partir de Bekoko jusqu'à Kumba, jusqu'à Sanchou, jusqu'à Kekem, vous pouvez amener des grands bateaux de Chine, les décharger à Malabo, les mettre sur des barges de 100, 200 conteneurs et les remonter jusqu'à un port sec à Sanchou, à Kekem et même à Kumba. Le problème, c'est que nos élites n'ont pas d'ambition. Et c'est écœurant. Leur ambition, c'est de dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Que ce soit les élites du Nord, du Septentrion ou de l'Ouest.
et c'est en train de les rattraper. Leur ambition, c'est de dire Paul Biaoé, Paul Biaoé, Paul Biaoé. C'est tout ce qu'ils ont comme ambition. Paul Biaoé. Nous, avec le chef de l'État, ou des débats stupides dans les télévisions, etc. Les télévisions, permettez-moi l'expression, à la con, comme les LTM, STV, etc. Où franchement, les gens se lèvent le matin. Quand on dit qu'on fait la télévision, eux aussi disent qu'ils font la télévision. Pendant que nous avons dormi, la Guinée équatoriale s'est dotée de 2 ports modernes. Ebébéi, Bata. Le Congo-Brazzaville a modernisé totalement le port de Pointe-Noire et a fait aussi le port d'Oyo dans le nord de la Guinée équatoriale. Ça veut même dire que des marchandises peuvent arriver sur le port de Pointe-Noire, prendre la navigation fluviale jusqu'au port d'Oyo, et ce n'est qu'au port d'Oyo, dans le nord du Congo maintenant, qu'ils sortent et ils font quoi, je sais pas, à peine, parce que le port d'Oyo est pratiquement au même niveau que dans le sud du Cameroun. Donc quand ils enlèvent, ils prennent le corridor routier, ils remontent la République centrafricaine, ils traversent, ils sont chez eux au Tchad. Résultat des courses. Les Tchadiens qui ont souffert pendant 40 ans de l'inertie qui est installée au Cameroun, dont les Camerounais dénoncent. Et quand les Camerounais dénoncent, Paul Biya est soutenu par ses amis français pour réprimer lourdement, arrêter, mettre en prison, bastonner, éliminer. Nous sommes devenus un pays où tous les jours on compte les charniers. Aujourd'hui, on a encore découvert notre charnier à Edea. Et on se dit que le terrain sur lequel, selon le journaliste d'investigation Pochuta, le terrain sur lequel le charnier appartient au directeur de la sécurité militaire. On a trouvé les corps enterrés là-bas comme ça. Les gens qui ont disparu, on les cherche. On les retrouve enterrés. Il n'a pas été interrogé. Voilà tout ce que nous avons passé le temps à faire. Et quand nous avons passé le temps à faire ça, la Guinée équatoriale a conçu 2 ports. Le Congo-Brazzaville, cette nuit avec la Centrafrique, ils ont conçu un corridor routier qui traverse leur pays, qui rejoint le Tchad. Sans doute, ça vous donne une indication. Ça veut dire que ce soit à Malabo, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Bangui, que ce soit à N'Djamena, ces chefs d'État sont conscients qu'il y a un dormeur au Cameroun. Mais, pour éviter les incidents diplomatiques et de heurter aussi, parce que la politique a beaucoup de manipulation, il suffit qu'ils disent un truc là, on utilise les médias, qu'on corrompt avec l'argent, on manipule, on retourne ça, et très rapidement, ça devient une guerre entre le Cameroun et les pays voisins. Donc, ces chefs d'État ont évité cette histoire-là en bâtissant une route qui permet désormais de contourner le Cameroun. Résultat des courses. 2 choses. Le fret à destination des pays enclavés que sont la Centrafrique et le Tchad, désormais, le Cameroun va le perdre. Totalement. Parce que les gens me disent, non, il va partager. Il ne partagera avec rien. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. La route entre Malabo, N'Djamena, Malabo, Bangui est dans un état, comme disent les Ivoiriens, choco. Parfait. Très bien fait. Sans corruption, très bien fait. Deuxièmement, la sécurité est revenue en République centrafricaine. Donc, ce qui gênait avant, c'était la sécurité. La sécurité est revenue en République centrafricaine. La conjonction du travail entre les Rwandais, les Russes et même les Tchadiens, le nouveau leadership, ont fait que la sécurité est revenue sur ce corridor. Le dialogue avec le président Sassou Nguesso, on a vu ça ici. Je vous avais fait des directs pour vous montrer comment le président Denis Sassou Nguesso s'était impliqué en termes de négociations, avait reçu Faustin Touadéra. Ils ont beaucoup travaillé pour que la paix revienne dans ces endroits-là. La conséquence, c'est que la République centrafricaine va avoir un corridor à partir du port de Bata. Et l'ouverture du corridor à partir du port de Bata va soulager énormément la République centrafricaine, va lui faire accueillir des investissements industriels d'une ampleur que vous ne pouvez imaginer. Et je ferai beaucoup de directs pour parler du potentiel de la République centrafricaine. Premier point. Deuxième point, la République du Tchad va donc avoir la possibilité d'enlever et amener ses marchandises très rapidement. Donc, il y a même nécessité, par exemple, pour la République centrafricaine de faire un port sec, genre à Zoa, à Bois ou à Berberati, mais également du Tchad de faire un port sec dans le sud du Tchad pour accueillir toutes ces marchandises-là. Ça va permettre donc désormais que la Guinée équatoriale devient un acteur majeur, sinon le principal acteur avec le Congo-Brazzaville de supply chain en Afrique centrale, déclassant du coup le Cameroun. Il faut dire ce qui est vrai. Ce qui est arrivé au Bénin, quand il a perdu le fret qui allait au Niger,
peut-être à cause de la décision stupide de Patrice Talon, c'est ce qui va arriver bientôt au Cameroun. Parce que faute d'avoir construit et entretenu les infrastructures, le Cameroun va se retrouver sans infrastructures routières, sans infrastructures ferroviaires qu'on a négligées, on a abandonné, sans infrastructures routières qu'on n'a pas construit, qu'on a abandonné, on a abandonné la maintenance. Et la conséquence, ça va être un contournement du Cameroun sur la route en très bon état, dans des conditions sécuritaires et sans tracasserie, parce que ces pays-là ont souffert de ça, ils ne veulent pas mettre ça sur leur territoire, ils n'ont pas encore le logiciel, ils n'ont pas encore téléchargé le logiciel camerounais, où dans ce domaine nous sommes très avancés, et ça va permettre donc désormais que les marchandises contournent le Cameroun pour arriver au Tchad. Quand j'ai dit sur les réseaux sociaux qu'il y a un corridor routier qui permet de partir de Malabo pour arriver à N'Djamena, les Camerounais disaient que c'est le mensonge. Il a fallu que je leur poste des cartes pour qu'ils réalisent. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes arrivés, le pays est endormi totalement. Dans la bière, dans les poissons braisés, dans les fesses des femmes, dans les auberges, etc., etc. Les églises réveillées, etc., etc. La conséquence aujourd'hui, c'est que la Guinée équatoriale récupère du fret. Et je l'ai dit à partir des calculs et de certaines données que j'ai faites, je l'avais dit bien avant, et ça fait plus de 3 ans que je le dis. Les régions de l'Ouest doivent éviter les ports de Kribi et de Douala qui sont extrêmement chers. Extrêmement chers. Parce que Paul Biya a conçu les ports, il est venu donner tous les entrepôts dans la zone portuaire à Bolloré. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et donc Bolloré a multiplié les prix, je sais pas, par X. X. C'est tellement cher. Moi, j'ai souvent importé en travaillant avec ces sociétés au moment où il était au port de Douala. Vous voyez une marchandise, on vous dit, vous achetez par exemple un camion. Le camion fait la manutention au port d'Anvers, c'est 50 000. Quand ça arrive au port de Douala, la même manutention là, et tout, on vous sort ça 500 000. Donc 10 fois ce que c'est au port d'Anvers. Alors qu'au port d'Anvers, l'ouvrier qui travaille là-bas est payé 20 fois plus que un multiple de 20 plus que son collègue qui travaille au Cameroun. On se demande quelle est la logique, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, pourquoi c'est si cher? Est-ce que c'est du bakshish? On se demande, on se pose des questions. Mais en tout cas, les Tchadiens, eux, ils n'ont pas attendu. Les Congolais n'ont pas attendu. Les Centrafricains n'ont pas attendu. Les Équato-Guinéens n'ont pas attendu. Ils ont travaillé et la conséquence est qu'ils peuvent maintenant contourner le Cameroun pour arriver au Tchad. Ça va être un game changer. Ça va être un game changer parce que quand vous regardez aujourd'hui avec le niveau d'endettement du Cameroun, le temps que le Cameroun réhabilite la ligne de chemin de fer qui part de Douala jusqu'à Ngaoundéré, reconstruise le corridor routier de Ngaoundéré jusqu'à Kousséri, ramène la sécurité, ça c'est très important, ramène la sécurité avec tous les bandes armées qui sont autour, ramène la sécurité, parce que la sécurité c'est pas seulement mettre des militaires, hein. La sécurité c'est que les populations qui vivent dans ces zones-là peuvent vivre confortablement. Si elles ne peuvent pas vivre confortablement, elles vont mettre le désordre tout le temps. Ramène la sécurité, je vous jure, il faudra au moins une décennie. Et quand vous laissez partir un marché pour une décennie dans les mains de quelqu'un, pour le reprendre, c'est très difficile. Parce que les acteurs vont établir des contrats. Dans ces endroits-là, c'est des contrats, comme on dit, des contrats à terme, qu'on fait sur 10, sur 20 ans, etc. Et il faudra attendre que les contrats soient échus et renégociés. Là, nous venons de prendre une défaite terrible. D'autant plus que le supply chain, c'est la base. Je veux dire que ça vous donne même une idée. C'est comme je l'ai dit, dans les pays africains, à l'Afrique centrale, de la CEMA, il est temps qu'il faut qu'il y ait une compétition économique. C'est bien de dire communauté économique, mais il faut la compétition économique. Ça veut dire qu'il faudrait que désormais, quand un homme d'affaires camerounais dit « je vais faire une usine pour transformer le manioc », il faudrait que cette usine-là de transformation de manioc, qu'il ait le choix de le faire en Guinée équatoriale, parce qu'en Guinée équatoriale, on lui donne la terre, on lui donne les bâtiments, on lui donne ceci. Qu'il ait le choix de faire cette usine au Gabon, qu'il ait le choix de faire cette usine au Congo, qu'il ait le choix de faire cette usine en République centrafricaine, et pas seulement au Cameroun. Ça veut dire aussi à nos frères de l'Ouest qui sont des hommes d'affaires, à qui on a longtemps dit, bon, taisez-vous au Cameroun, vous ne pourrez rien faire parce que vous n'avez pas la terre. C'est aussi pour leur dire que le monde a changé. Tout le monde n'a pas la même vision que Paul Biya. Je peux vous garantir. Les gens comme le président Obiang Nguema n'ont pas la même vision que Paul Biya. Ils ne le diront jamais, mais moi je le dis à leur place. Les gens comme le président Sassou Nguesso, Faustin Touadéra n'ont pas la même vision que Paul Biya. Ils ne le diront jamais, mais je le dis à leur place. Ces gens veulent voir l'investissement, mais ils ont subi une brimade
pendant longtemps par les autorités camerounaises. Et aujourd'hui, le contexte évoluant, ils sont en train de s'affranchir. Ça veut dire qu'il y a des opportunités d'investissement en Guinée équatoriale, certainement, au Gabon, certainement, au Congo-Brazzaville, certainement, en Centrafrique, certainement. Le message que moi, au Tchad aussi. Le message que moi j'ai pour nos frères de ces pays-là, c'est que ne reproduisez pas chez vous ce qui a été reproduit au Cameroun. Ne reproduisez pas ce qu'on appelle au Cameroun anglophone des containment rules. Ça veut dire brimer les hommes d'affaires, les réduire vraiment à des... à dire que ce sont les conseillers français qui sont dans les ministères camerounais qui leur ont appris ça. Brimer nos hommes d'affaires vraiment de manière que l'homme d'affaires dort sans dormir. Parce qu'il a toujours peur de la lettre que le fonctionnaire va envoyer pour l'intimider. Ne faites pas ça. Le monde là, quel est le problème que vous retrouvez en Guinée équatoriale, au Tchad, au Gabon? Vous avez le même problème. La population est extrêmement jeune. Elle n'a pas d'emploi. La population est extrêmement jeune. Elle n'a pas d'emploi. Et ce que nos dirigeants ne voient pas, on disait, bon, oui, le taux de fécondité est en pleine chute. Parce que l'urbanisation, les enfants n'ont pas de travail. Ils ne peuvent même pas se marier et faire des enfants. Ils sont encore chez leurs parents, parfois, à 30 ans. Vous comprenez? Donc, il faut absolument sortir de là. Ouais, il faut sortir de là. Et l'un des moyens de sortir de là, c'est d'ouvrir vos pays aux investissements. Les capitaux, vous en avez, des entrepreneurs camerounais. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, qui ont même 40 ans, 45, même 50. Ils ne voient pas le monde comme les gens qui ont dirigé le pays là dans les années 60. Désormais, ils sont africains. Vous allez en France, dans les banlieues, là, qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas, regardez les petits enfants qui font les vidéos là, ils postent sur la toile là. Et ils disent bonjour, bonjour. Tu es de quel pays? Tu entends, je suis congolais, gabonais. Je suis gabonais, camerounais. Je suis gabonais, centrafricain. Sur 10 personnes qu'on interroge, je ne voyais plus un enfant qui dit « Je suis camerounais, je suis gabonais, je suis ivoirien, je suis ceci ». C'est toujours « Je suis de tel pays et de tel pays, je suis de tel pays et de tel pays. Je suis parfois de 3, parfois de 4 pays. » Ça veut dire que la population au niveau des peuples, il y a eu un mixage. L'entrepreneur qui part du Cameroun pour venir dire qu'il va investir en République centrafricaine, il est certainement marié à une centrafricaine ou même à une gabonaise. Alors quand on va commencer à dire, bon, vous venez ici, là, non, arrêtons ça. Ouvrons les pays, que les gens puissent investir. Créons les conditions, préparons le futur. Le futur, c'est que les gens puissent investir et que nous puissions travailler ensemble. Comme on voit comment les gens de la CEDEAO, surtout au niveau de l'AES, commencent à, l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire, au niveau de l'AES, commencent à réaliser. Que ce soit une union économique et monétaire des peuples. Faute pour nous de le faire, on va voir des pays comme le Tchad s'en aller. Vous voyez ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui. Le Tchad qui nous donnait plus du tiers du transit, du trafic dans le port de Douala et de Kribi. Le Tchad se retrouve aujourd'hui vers la Guinée équatoriale. Parce que les infrastructures routières sont bien meilleures pour faire arriver les marchandises. La sécurité est bien meilleure. La corruption est très faible pour qu'ils arrivent. C'est-à-dire que les Centrafricains, en matière de corruption, c'est les petits agneaux. Les Tchadiens, en matière de corruption, c'est les petits agneaux. Les Congolais, les Gabonais, les Équato-Guinéens, alors eux, ils connaissent rien. C'est les petits agneaux. La corruption, c'est au Cameroun. C'est là qu'il faut venir apprendre. On a été champion du monde de la corruption 2 fois. Voilà. Et donc les Tchadiens maintenant contournent. Et nous allons perdre, nous les Camerounais, en termes de recettes fiscales. Les recettes fiscales douanières, il y avait des frais qu'on payait. Nous allons perdre ces frais-là. Deuxièmement, tous ces gens que nous mettons sur les corridors routiers, gendarmes, policiers, militaires, qui prennent 5 000 pour tous les camions qui passent devant eux. Maintenant, quand les camions vont plus passer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que ça ne risque pas d'augmenter la sécurité? Par exemple, on a souvent lu dans les journaux, ouais, telle personne a été arrêtée, officier a été arrêté parce qu'il louait les armes chez les coupeurs de route pour aller opérer. Est-ce que ça ne va pas se produire? Est-ce que ça ne va pas augmenter le niveau d'insécurité dans ces localités? Les gens qui avaient les stations-service où on venait faire du plein, le carburant, pas les transporteurs de marchandises. Est-ce que désormais ça ne va pas être dur parce que les gens ne vont plus venir? Les pertes des recettes fiscales dans les ports de Douala et de Kribi, comment est-ce qu'on va les compenser?
Comment allons-nous les compenser? Deuxièmement, parce que les transporteurs tchadiens passaient par le Cameroun, ils venaient acheter les véhicules, les camions là, chez Tratafik au Cameroun. Demain, là, un autre concurrent, aujourd'hui, vous avez vu les Russes ont repris les installations de Mercedes en Allemagne et ils produisent désormais les camions aussi solides que les camions Mercedes. S'ils viennent s'installer, par exemple, en Guinée équatoriale, qu'est-ce qui vous dit que désormais les transporteurs tchadiens ne vont pas aller s'approvisionner en Guinée équatoriale pour remonter en camion, pour remonter les marchandises? C'est encore très tôt pour faire une évaluation des pertes sur l'économie camerounaise. Je pense qu'il faudra attendre environ 1 an. Mais en tout cas, ça envoie un signal clair aux dirigeants camerounais. Cessez de penser que vous êtes le centre du monde. Ça, moi, je l'ai déjà dit et redit. Surtout l'élite Betty Boulou qui est au pouvoir, qui continue à penser qu'elle est le nombril de la terre. Il faut arrêter de faire ça et de penser comme ça. Ça évolue très vite. Parce que comme le Tchad a fait, comme le Nigeria va faire bientôt, comme les pays de l'AES vont faire bientôt, parce que Patrice Talon ne sera pas candidat au Bénin, et une fois que Patrice Talon va partir, je vous dis la vérité, rapidement, le Bénin va essayer d'aller régler ses problèmes avec le Niger. Et quand vous voyez le degré de coopération qu'il y a désormais entre le Tchad et le Niger, ce qui va se passer, le Tchad va aussi passer par le Bénin, sortir par le Niger pour arriver au Tchad. La route existe, bitumée et en bon état. Ce qui gênait, c'était l'insécurité sur le bassin du lac Tchad. Vous avez vu le gouverneur de Maradi, je crois, de Maradi et le gouverneur du Tchad. J'ai posté la vidéo sur mon mur Facebook. Celui du Niger et celui du Tchad se retrouver pour faire des opérations conjointes de sécurisation de la frontière. S'ils arrivent à sécuriser la frontière à cet endroit au lac Tchad, les marchandises vont venir du Bénin passer pour entrer au Tchad. Donc, le Tchad aura l'entrée par le Bénin, l'entrée par la Guinée équatoriale, et si la paix revient au Soudan, ils vont retrouver l'entrée par le Soudan. Bon. Et même l'entrée par l'Algérie, parce que l'Algérie est en train d'accélérer la finalisation de son corridor pour que les marchandises puissent arriver du port d'Alger, arriver au Niger, donc arriver au Tchad. Le Cameroun aura désormais 4 concurrences. Et comme chez nous, les gens ne font rien, ils disent non, nous, on attend qu'ils viennent ici, là, qu'ils viennent, on n'ira jamais chez eux. Il faut qu'ils viennent négocier ici, par un négo surdimensionné. Qu'allons-nous devenir quand nous allons perdre cette opportunité? Ce que je dis enfin, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les hommes d'affaires camerounais. C'est une bonne nouvelle pour les hommes d'affaires camerounais. Moi, je l'ai déjà dit à nos hommes d'affaires. Dans le monde où on vit là, ce n'est pas les hommes d'affaires qui supplient les dirigeants, c'est les dirigeants qui courent après les hommes d'affaires. Regardez les Elon Musk qui vont en Chine, il est reçu en tête à tête par Xi Jinping. Regardez les Elon Musk qui vont en Allemagne, en Inde, il est reçu en tête à tête par le Premier ministre indien. C'est parce qu'aujourd'hui, on se plie en quatre pour recevoir les hommes d'affaires. Regardez les Elon Musk, les Apple par exemple, j'expliquais ça à quelqu'un, que les Apple en Chine, pour que Apple ouvre une usine, l'État chinois va dans un village, il transforme le village, il enlève tout le monde, il construit une ville moderne là-bas. Il donne des crédits à l'État local pour construire une ville moderne. Et la ville moderne est construite autour des usines et des sous-traitants de Apple. Les rues et tout de Apple. C'est pareil avec Tesla. Mais chez nous, nous avons un autre paradigme. Les fonctionnaires pensent que quand un investisseur arrive, l'investisseur doit venir lui servir tout son argent et ils peuvent l'intimider à tout moment. Toutes les autorisations qu'on lui donne sont provisoires. Là où les financiers attendent une autorisation de 10 ans, ils ont une autorisation de renouvelable tous les 6 mois, ils n'arrivent pas à trouver des finances, etc., etc. On est dans un game changer. Des pays comme le Tchad, des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina, des pays comme le Mali, des pays comme la Centrafrique, des pays comme la Guinée équatoriale, des pays comme le Gabon, même le Congo-Brazzaville. Quand vous discutez avec les dirigeants, ils ont une grosse volonté de changer dans leur pays. Et avec Paul Biya qui a pris de l'âge, ils savent très bien que bon, ils sont tous arrivés au pouvoir, ils ont trouvé Paul Biya, mais ils font l'assumption que une fois Paul Biya parti, il faut qu'ils construisent le Cameroun sur un nouveau paradigme. Ça devait vous faire penser à une chose. Quand Mobutu était au pouvoir, Mobutu voyait le Zaïre comme le centre du monde. Mais il n'a pas vu qu'autour de lui, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, tout ça, travaillaient à se mettre en position de challenger durablement le Zaïre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Vous-même, vous suivez l'actualité, vous pouvez entendre. Le petit Rwanda peut traverser la frontière et capturer 30% du territoire zaïrois, congolais, et mettre la main sur toutes les ressources minières. Il faut peut-être l'intervention maintenant des pays étrangers pour dire, bon, nous allons travailler pour leur demander de se calmer, d'arrêter, etc. Mais en attendant, comment est-ce que la RDC fait pour reprendre tous les mines qui lui ont échappé, dont le contrôle lui a échappé?
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faudrait que nous comprenions au niveau du Cameroun, que nous ayons l'humilité de regarder le monde tel qu'il est. Et non pas tel que nous pensons qu'il est, ou bien que nous voulions qu'il soit. Ce n'est pas comme ça. Par conséquent, vous avez vu, le Tchad aujourd'hui passe un accord avec la Guinée équatoriale pour commencer à réduire les coûts logistiques, commencer à réduire le transit time. La Guinée équatoriale va voir augmenter sensiblement le volume de ses marchandises dans ses ports, à destination de la Centrafrique, à destination de la Guinée équatoriale, à destination de la Centrafrique, à destination du Tchad. La conséquence immédiate, c'est un baisse du trafic au Cameroun, mais aussi une baisse de l'influence en termes de soft power. Bientôt, vous allez voir des présidents à montrer le doigt au prochain président camerounais. Il va falloir travailler dur pour regagner la place qui est la nôtre. Et ça va être très dur en tous les cas. Parce que comme je vous dis, si c'est pour un pays comme le Tchad, il y aura l'Algérie, il y aura le Bénin, donc en passant par le Niger, il y aura le Soudan quand la guerre sera finie, il y aura la Guinée équatoriale en passant par la Centrafrique. Et il faudra que nous nous battions pour retrouver une place qui ne sera plus la même. Il y aura même le Nigeria. Parce que vous avez l'autoroute qui va passer de l'Algérie, qui traverse le Niger, qui va descendre jusqu'au Nigeria, à Lagos et Calabar. Il y aura même le Nigeria parce que du port de Calabar jusqu'à Lagos, ils sont en train de faire une autoroute, hein, comme on dit Beach Highway, une autoroute en bordure de mer. Le seul endroit où rien n'a bougé, c'est le Cameroun. Comment allons-nous nous positionner dans les années qui viennent? Les dirigeants camerounais n'y pensent même pas. On n'en parle même pas dans les médias camerounais. Ma vidéo s'arrête ici. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi. Partagez avec nous vos impressions dans les commentaires là, en restant courtois, s'il vous plaît. Hein, donc, en restant courtois, partagez avec nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-nous si vous avez du bonheur, si vous êtes tchadien. Dites-nous si le passage par la Guinée équatoriale va améliorer. Comme je dis, je suis économiste. Je ne peux pas parler sans avoir les chiffres. Pour l'instant, c'est un accord qui vient d'être signé. Il faut attendre 1 voire 2 ans pour qu'on commence à prélever les chiffres. Le ministère des Transports de la Guinée équatoriale, du Tchad commence à sortir les chiffres. Le ministère du Cameroun. Je termine encore ma vidéo. J'ai travaillé pour Maurice Kamto à l'époque. Il était candidat. Maintenant, bon, il est reparti. C'est lui qui connaît le secret de son revirement. Mais à l'époque, on avait travaillé. Je lui disais, il y avait ce qu'on appelle le Burida, un bureau régional de transport, je crois. C'est situé à Douala, à quoi. Et ce Burida-là, c'est lui qui délivrait la vignette unique pour les transporteurs tchadiens pour qu'ils puissent traverser. Donc, il vérifiait qu'il y a tous les papiers au niveau de ce bureau-là. Et il vous donnait une vignette. Et normalement, avec cette vignette, vous n'étiez plus censé être stoppé en route. Parce que dans ce bureau-là, je crois, il y avait la douane, la police, la gendarmerie, la direction de la surveillance du territoire, la recherche extérieure, et tous ces bureaux-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le bureau d'Avou Dépôt donne un truc, avant même de sortir de douane, on vous a déjà sifflé. Au moins 4 fois, on vous a fait l'argent. Donc, ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Or, quand le transporteur tchadien va calculer que, quand je vais enlever mes marchandises à Douala, on me paye, je paye. Je dois payer 3 millions pour qu'on m'apporte ça jusqu'à N'Djamena, et qu'aujourd'hui, les Tchadiens calculent qu'il faudra 1 million ou 1 million 200 en passant par Malabo, mais naturellement, ils vont passer par Malabo. Ils sont pas là pour payer les prix de concession, de mise en concession des ports à des prix très exorbitants, certainement parce qu'il y a des pots de vin. Et on leur facture ça. Ils sont pas là pour payer tous les tracasseries routières. Ils sont pas là avec l'état des routes qui foirent les camions, etc., etc. Et ça va permettre au Tchad de retrouver la compétitivité de son économie. Ça veut dire que quand les marchandises sortent et arrivent par exemple à 1 million, il y a beaucoup de choses, les machines, certaines matières premières, les pièces de rechange, etc. pour permettre au Tchad maintenant de redevenir compétitif et donc de commencer à commencer à développer par exemple son tissu industriel parce qu'ils sont à côté d'un pays comme le Soudan qui a 100 millions d'habitants, de l'AES qui a 100 millions d'habitants, du Nigeria qui a bientôt 300 millions d'habitants. Si vous mettez l'AES, le Soudan, 200, le Nigeria, ça fait un demi-milliard d'habitants. Le Tchad peut être un carrefour. Il a des avantages comparatifs et compétitifs. Il a une des cartes à jouer. C'est pour ça qu'il s'équipe. Voilà, je vous remercie. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous, souscrivez au membership, mettez un like hein, et invitez vos amis à s'abonner sur la chaîne. Ici, c'est la chaîne du savoir. Prenez soin de vous. Bye.